Good morning, good afternoon, good evening, depending on Bonjour et the bienvenue 2021 edition of the à World l'édition 2021 du Forum OCDE, Croissance verte et développement durable. Nous mettons l'accent sur cette année sur la relance verte, repenser le cadre bâti et les transports. Nous commençons avec notre deuxième session, repenser le tourisme durable, et j'aurai le plaisir de présenter la présidente de cette session. Quelques annonces. Cette manifestation est bilingue. Si vous êtes sur Zoom, vous pouvez utiliser l'interprétation. Certains orateurs vont s'exprimer en français et nous avons le français comme anglais comme langue officielle. Nous avons également une enquête auprès des participants pour entendre vos avis sur le contenu et la qualité du forum CVDD de cette année. Si vous ne l'avez pas reçu, vous allez recevoir bientôt un mail qui vous demandera de participer à l'enquête sur cette conférence. Je voudrais maintenant présenter Céline Kaufmann, qui est chef de la division pour l'entrepreneuriat, les PME, le tourisme de l'OCDE. Elle va présenter cette session et les orateurs. Merci beaucoup, Kumi. Bienvenue à tous à ce panel sur repenser le tourisme durable. Nous serons ensemble jusqu'à 12h30 aujourd'hui et nous avons donc des intervenants qui vont intervenir sur cette question. Pour revenir un peu en arrière et réfléchir au sujet d'aujourd'hui, je crois que nous pouvons dire que la pression subie par l'environnement due au tourisme et la contribution du tourisme aux émissions de gaz à effet de serre eh bien, s'élève à 5 à 8%. Nous savons que les pressions sur l'environnement ne s'arrêtent pas là. Il y a également l'utilisation des ressources non renouvelables et rares, l'eau notamment, la production de déchets, traitement des déchets, la dégradation des paysages et de la biodiversité. La durabilité du secteur du tourisme est essentielle pour l'agenda qui consiste à mieux reconstruire. Et c'est un point que nous avons discuté au Forum mondial sur le tourisme organisé il y a quelques semaines avec la Corée. Et c'est l'un des sujets importants également dans les lignes directrices sur le tourisme durable pour l'ODD. Alors, nous savons que comment verdir le secteur du tourisme date d'avant la COVID-19 et nous savons qu'il y a des impacts considérables. D'abord, nous avons eu le déclin du tourisme et on aimerait penser que cette pandémie est une occasion pour repenser l'économie du tourisme et aller vers des modèles plus durables. Hier, nous avons eu une session sur les transports et la planification des villes et nous avons vu que le transport pouvait changer la donne où l'on pouvait tester de nouvelles politiques et qu'il pouvait y avoir également une accélération de tendance. Nous savons également qu'il est facile de revenir à de vieilles habitudes et il y a un risque que la réflexion stratégique et les plans, si ils ne sont pas mis en place, les affaires reprendront comme d'habitude. Alors, l'objectif, c'est d'essayer d'identifier les priorités dans la transition vers un mode de tourisme plus durable, discuter des défis en matière d'action publique et définir ce que les gouvernements peuvent faire pour permettre la transformation. En particulier, il y a différents domaines connexes au tourisme. Il y a différentes politiques, transport, environnement, agriculture, tourisme. Et puis, ça c'est la coordination horizontale et nous avons la
coordination verticale également entre les niveaux nationaux, régionaux et locaux. Nous savons que cela peut permettre aux communautés locales d'avoir des moyens de subsistance, mais avoir également un impact délétère sur leur vie. Nous devons comprendre les mesures soutenant un tourisme durable peuvent bénéficier aux communautés locales. Alors, pour analyser ces questions complexes, nous avons un excellent panel d'intervenants aujourd'hui avec différentes perspectives et différents pays. D'abord, l'exposé introductif sera fait par Simon Upton, commissaire parlementaire pour l'environnement en Nouvelle-Zélande. Il a été ministre de l'Environnement en Nouvelle-Zélande et il est également à la direction environnement à l'OCDE. Nous le connaissons très bien. Après l'exposé introductif de Simon, nous aurons donc un panel et nous avons certains intervenants qui sont à distance et d'autres qui sont avec moi pour que je ne me sente pas trop seule. D'abord, Constanza Olaya-Canter, directrice qualité, développement durable du tourisme au ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme en Colombie. Bienvenue, Constanza. Nous sommes rejoints également aujourd'hui par Jacob Dittachmeier, directeur adjoint CIPRA, Commission internationale de la protection des Alpes. Bienvenue Jacob. Et nous avons également Jérémy Foss, directeur Eco-Union. Et pour finir, mais pas le moindre, à distance, nous avons Virginia Messina, vice-présidente principale, plaidoyer et communication, World Travel and Tourism Council. Bienvenue, Virginia. Sans plus attendre, je vais donner la parole à Simon pour l'introduction. Peut-être, Simon, pourriez-vous nous dire ce qu'est la Commission parlementaire pour l'environnement en Nouvelle-Zélande? Alors, le commissaire parlementaire pour l'environnement, c'est en fait un gardien parlementaire qui doit assurer le suivi des questions environnementales. Et j'ai fait 2 rapports sur le tourisme et son impact sur le tourisme en Nouvelle-Zélande. Je suis très heureux de participer à cette discussion. Après la pandémie, on a parlé de repenser, de réimaginer le tourisme. Et le temps a passé et les personnes ont pensé à leur survie et il y a des choses qui ont été oubliées. Je vais vous parler de l'histoire récente et me tourner ensuite vers l'avenir. Avant la COVID, les départs touristiques augmentaient de 3 à 5% par an. On pensait que cette tendance allait se poursuivre à l'avenir. L'Organisation mondiale du tourisme a pensé que cette augmentation atteindrait de 1,2 à 1,8 milliards sur une décennie. Et on pensait la même chose. En Nouvelle-Zélande, les arrivées internationales ont doublé entre 2002 et 2015. Et toutes les prévisions pensaient qu'on allait accueillir entre 10 à 15 millions de visiteurs par an d'ici 2050. En 2019, cette croissance a été accompagnée par des incidences sur le plan environnemental. Vous voyez les titres de journaux. Alors, il y avait une pression sur les attractions, infrastructures insuffisantes, déchets et l'empreinte carbone, gaz à effet de serre. Les stratégies qui ont été préconisées, c'était d'essayer de disperser les visiteurs vers différents sites, partager les bénéfices
à savoir également disperser la pression et subventionner de nouvelles infrastructures pour gérer les pressions sur des lieux spécifiques et informer le secteur privé, sensibiliser pour susciter des comportements responsables. Ensuite, la COVID est arrivée et les voyages internationaux ont baissé jusqu'à des niveaux des années 1990. Et cela s'est reflété également en Nouvelle-Zélande. Et c'est dans les années 1950 que nous avions connu ce nombre de touristes, à savoir avant le boom des voyages internationaux. Alors le tourisme, eh bien, 5% du PIB et l'impact économique de la pandémie a été importante. Alors, vous voyez donc les dépenses internationales en tourisme dans nos régions. Alors, vous savez, la Nouvelle-Zélande avec les colonnes, les barres bleues élevées. Et qu'est-ce qui s'est passé 12 mois après? Les dépenses se sont effondrées, c'est clairement visible. Mais dans certaines régions, le tourisme domestique a augmenté, le tourisme national a augmenté. Et les Néo-Zélandais se sont tournés vers le tourisme intérieur. Alors, vous voyez des destinations touristiques qui ont accueilli plus de personnes. Les dépenses ont augmenté. Alors, des parcs spectaculaires étaient visités, recevaient des visiteurs qui étaient satisfaits d'avoir moins de monde. Et cela, évidemment, reflétait un peu la dispersion auquel on pensait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? On s'est rendu compte que les voyages internationaux allaient reprendre. La COVID a en fait donné plus envie aux personnes de voyager. Voici les prévisions des Nations Unies. En bleu, vous avez une reprise jusqu'au niveau d'avant la pandémie, même s'il y a moins 67% par rapport à 2019. Le rebond est en train de se rapprocher, en fait, des scénarios de l'Organisation mondiale du tourisme. Et voici une prévision à long terme de IATA. Les départs internationaux vont revenir en 2023 au niveau pré-pandémie, 5% par an d'augmentation après cela. Et puis, vous voyez les mêmes prévisions qui sont faites également pour la Nouvelle-Zélande. Tout va revenir à la normale. Alors, il peut y avoir en fait des effets que l'on n'a pas pris en compte. On ne sait pas ce qui va se passer à l'avenir. Le tourisme ne va pas devenir vert par accident. Il faudra plus de stratégies incluses dans des documents pour ce faire. Et j'ai, dans mon dernier rapport, énuméré 3 stratégies. Traiter le tourisme comme tout autre secteur. Le tourisme a bénéficié de subventions pour le marketing. Ensuite, développer le tourisme dans des conditions acceptables pour les communautés qui vivent sur les lieux touristiques et demander aux opérateurs touristiques de payer le prix de la pression sur l'environnement. Alors, il y a des exemples pratiques de ce que ces principes peuvent donner dans le contexte néo-zélandais. En 2019, faire voyager les gens a créé 900 millions de tonnes de CO2. Et si
l'aviation internationale était un pays, ce serait l'un des plus gros émetteurs de CO2 dans le monde. Et les efforts internationaux n'ont pas été à la hauteur. Et nous savons que les mesures qui ont été prises ne vont pas compenser l'émission de CO2. Et de plus, les mesures ont été affaiblies en réponse à la COVID. Donc, les mesures n'étaient pas appropriées. Il y a très peu de responsabilités internationales pour les émissions qui sont produites, mais l'empreinte est très significative. Alors, l'isolation géographique veut dire que visiter un pays lointain comme la Nouvelle-Zélande revient très cher, point de vue de l'environnement. Avant le Covid, le voyage vers et de la Nouvelle-Zélande générait beaucoup de tonnes de dioxyde de carbone, 9% de notre PIB, les émissions. Donc, en fait, ici, vous avez la classification, c'est les émissions étaient générées dans le pays ou le voyage vers et du pays. En Australie, voyager d'Australie en Nouvelle-Zélande, c'est la moitié de l'empreinte par rapport à d'autres régions qui envoient des visiteurs vers la Nouvelle-Zélande. Cela représente un défi environnemental et ça représente également un risque majeur dans l'avenir pour notre industrie du tourisme, puisque dans la mesure où des mouvements il y a des risques lorsque on veut attirer des touristes de très lointain. Alors, il faut mettre une tarification, n'est-ce pas, pour le voyage international, tout comme l'aviation nationale, signalant aux touristes les conséquences de leur choix de destination et leur mode de voyage. Et qui plus est, cela donnerait une incitation aux fabricants et raffineurs et compagnies aériennes de développer des technologies à faible émission, technologie de voyage. Donc, tarification des émissions du voyage international par avion est plus facile à dire qu'à faire. La première solution serait une taxe de carburant d'aviation internationale, mais vous savez, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas depuis 1944 au titre de la Convention de Chicago. Ensuite, la résolution A4019 détermine que Corsia sera la seule mesure basée sur le marché s'appliquant aux émissions de CO2 de l'aviation internationale. La bonne nouvelle, c'est que les pays peuvent imposer leur propre impôt de départ, taxe de départ, un taxe qui est payable par tout voyageur partant, et ceci pour les visiteurs internationaux ou qui vont à l'étranger et ceux qui voyagent dans le pays. Donc, une taxe plus élevée pour les voyages plus longs. Et les fonds vont vers des technologies de l'aviation à faible émission, ainsi que l'adaptation climatique dans les pays vulnérables. Ensuite. Alors, notre deuxième exemple de la mise en œuvre de certains de ces principes impliquerait, regardez comment la congestion et le bruit sont gérés dans des lieux spécifiques. En Nouvelle-Zélande, ce sont des scènes extérieures dans la nature. Ça, c'est un grand défi, car ce qu'on recherche, c'est l'isolation du paysage, et ce sont ces qualités qui sont à risque, car le nombre de visiteurs et les activités par voiture-avion vers ces sites. Ici, vous avez Milford Sound, c'est du patrimoine mondial, et Kipling l'avait appelé le 8e merveille du monde. Le site web de tourisme Nouvelle-Zélande qui présente Milford présente comment c'est, la communication est faite, c'est tranquille, très propre. Ensuite, le slide suivant illustre que la réalité peut vraiment être assez différente. Le nombre de visiteurs a atteint 900 000 en 2019. C'est énorme.
Et en effet, c'est la fin d'une route d'une vue spectaculaire d'un champ. Les gens sont accompagnés d'une pollution de bruit, de vue. Vous avez des bateaux de croisière, des centaines de visiteurs pré-Covid. Il y a également 1000 avions qui atterrissent pendant la saison touristique la plus élevée et dans un aire d'atterrissage qui se retrouve juste derrière, planqué. Cette image a l'air très bien, mais vous voyez quand même l'hélicoptère, car il y en a beaucoup par jour. Alors, les moyens traditionnels pour faire face à ces pressions, je les ai déjà mentionnés, disperser les visiteurs de façon plus large dans l'espace et dans le temps, et d'investir dans l'atténuation de l'infrastructure afin d'absorber les visiteurs, davantage de parking, des terrains de camping, des toilettes, etc. Les deux approches contiennent les graines de leur propre destruction. Dispersion veut dire mettre les effets indésirables du tourisme sur d'autres sites. Et cela veut dire encore davantage de personnes qui viennent visiter. Alors, l'approche alternative serait d'établir et de mettre en vigueur des limites sur le nombre de visiteurs pour être cohérent avec la volonté de garder la tranquillité de ces espaces. Alors, quelle est l'approche? Vous avez premier arrivé, premier servi, ou c'est une approche basée sur les prix? Alors, Milford est le sujet d'une grande enquête aujourd'hui, mais il reste à voir si quelqu'un est assez courageux de limiter véritablement le nombre de visiteurs ou réduire significativement la pollution de bruit. Réduire les atterrissages par certains avions et avoir une capacité hélicoptère plus élevée. Donc, en fait, on remplace un bruit par un autre. On vous dira que le tourisme est une utilisation bénigne de la nature par rapport à l'industrie extractive. Ceci est vrai, mais en fait, l'équation est beaucoup plus complexe que cela. Trouver un équilibre durable exigera davantage que juste de bonnes intentions. Les bonnes intentions doivent être converties en actions. Donc, mon appel pour des approches plus dures, plus fortes. Voilà, merci beaucoup. J'espère que cela vous donne quelques éléments en guise d'introduction. Merci beaucoup, Simon, pour cette présentation brillante, et je suis sûre qu'il y aura des réactions avec certains panélistes, et elle a des panélistes qui écrivaient des choses pendant votre intervention. Ils interviendront sûrement. Alors, pour revenir à certains des éléments clés que vous nous avez donnés en préparation de cette rencontre, à savoir qu'il y a une urgence. Il y a un risque que nous reviendrons aux choses comme elles étaient avant la pandémie. Les choses reviennent très vite comme elles étaient avant. Donc, c'est le moment maintenant d'agir vers les modèles durables du développement du tourisme. Deuxième élément, il y a certaines des choses très pratiques, des suggestions très pratiques que vous avez fournies. Soulignons que ça ne sera pas facile. Certains éléments, certains messages clés que nous entendons, notamment la taxation ou réduire le nombre de touristes de masse dans un lieu. Ce n'est pas quelque chose qui va être facile à traiter. Et il faut voir comment on compense l'un pour l'autre. Vous avez parlé, Simon, d'enlever les subventions qui font que le tourisme est considéré comme un secteur spécial. Les communautés locales doivent pouvoir choisir la modèle de tourisme. Nous aurons d'autres présentations qui donnent des éléments, des suggestions pratiques dans cette direction. Et dernièrement, appliquer le principe de pollueur-payeur au business de tourisme pour ce qui est de l'externalité négative et le coût des services qu'ils utilisent, un principe qui est tout à fait cher à l'OCDE. Maintenant, pour ce qui est la taxation des vols internationaux, il y aura une session, c'est la session 4 qui va se concentrer plus précisément
sur l'aviation et le transport aérien pour le verdissement des transports à moyen et longue distance. Encore une fois, c'est un domaine où nos collègues à l'OCDE de domaine de taxes ont développé des travaux et montrant en particulier que augmenter les taxes sur le kérosène en particulier renforcera les incitations des investissements dans les technologies de l'aviation propre. Donc il y a des travaux déjà en cours dans ce domaine et il y aura toute une session dédiée à ce sujet. Si je puis maintenant me tourner vers les panélistes à réagir à votre introduction et de présenter leur point de vue. Je vais me tourner vers Constanza pour les politiques d'avertissement développées dans la Colombie. Constanza, vous avez la parole. Merci Céline. Bonjour à tous. Bonjour pour ceux qui viennent de cette partie du monde. Et bien sûr, nous sommes tout à fait d'accord avec vous, Simon. C'est la raison pour laquelle nous travaillons de nouvelles solutions. Déjà depuis 2019, nous avons démarré travail sur la politique durable sur le tourisme, Together with Nature, ensemble avec la nature, et ce que cette politique s'appelle, car il est évident depuis quelques années et depuis encore plus la pandémie de Covid-19 que le développement du tourisme doit être fait de façon durable et c'est une responsabilité, une opportunité pour nous tous, n'est-ce pas, et en particulier pour la Colombie. Alors cette politique d'ensemble avec la nature implique toutes les parties prenantes vers le développement du tourisme durable en Colombie. C'est une reconnaissance de la nature et un hommage à la nature qui nous apporte des expériences innombrables grâce à la biodiversité, le paysage, la géographie et des ressources naturelles uniques. Nous sommes tous responsables pour faire croître le tourisme d'une façon qui soit meilleure pour la planète et pour les générations futures puissent profiter de ce capital naturel. Et c'est la raison pour laquelle cette politique va placer la durabilité au cœur même du développement du tourisme dans le pays, pour le positionnant comme un partenaire compétitif pour les destinations et pour les entreprises dans le tourisme et pour la réputation et la reconnaissance de pays comme destination de choix. C'est un plan 2030 et comprend 6 stratégies qui ont été vraiment le signe en réponse à l'identification des barrières sur le développement du tourisme durable et sont mises en œuvre. Le calendrier est cohérent avec l'agenda mondial pour le tourisme durable. Ces stratégies sont orientées à renforcer la formation pour le tourisme durable, la prise de décision qui est un objectif premier pour nous et la formation nous permettra d'aller de l'avant. Deuxième stratégie, c'est de construire une gouvernance très forte, un bon cadre pour le tourisme durable et nous devons incorporer des critères de durabilité dans la planification et la gestion du tourisme et coordonner entre les secteurs et les autorités de l'environnement. Ça, c'est un objectif primordial. Troisièmement, c'est la promotion de l'investissement et l'investissement dans le tourisme durable. Bien évidemment, nous savons que les conditions, les incitations pour l'innovation et l'utilisation pour apporter une valeur ajoutée est un objectif. Le quatrième, c'est le secteur d'entreprise et la gestion responsable, les incitations pour les entreprises et d'autres parties prenantes dans la chaîne de valeur pour atténuer réduire les impacts négatifs
Ensuite, la promotion des comportements responsables et consommation des touristes. Avoir une culture durable. Dernièrement, l'impact sur la position de l'économie comme une destination durable. Avec l'adoption de cette politique, la Colombie fait partie des 12 pays dans le monde qui ont des cadres de politique publique pour la durabilité dans le tourisme et nous avons commencé la mise en œuvre avec certains outils. Par exemple, nous avons commencé à mettre en œuvre cette politique avec des entreprises du tourisme. Nous savons qu'il faut des informations, renforcer les connaissances des entrepreneurs et des entreprises. Nous travaillons avec Colombia, une initiative pour le tourisme durable en Colombie, avec une plateforme d'apprentissage avec des contenus numériques interactifs pour différents types de prestataires de services du tourisme pour acquérir les connaissances, les compétences pour des pratiques durables dans leur activité. Nous avons eu plus de 400 registres sur la plateforme et nous avons des 9 modules avec des vidéos, podcasts, avec des études de cas spécifiques afin que l'on puisse inspirer le secteur à mettre en œuvre des pratiques durables. Nous avons un manuel également de bonnes pratiques en matière d'activités durables contenant des outils pour évaluer l'impact environnemental du tourisme, aussi bien que les actions prises pour atténuer et compenser l'impact de ces activités. Il nous faut être plus pratique et nous avons des ateliers dans les 32 départements du pays qui visent à avoir une socialisation entre nous et créer un bon environnement pour l'intégration de ces outils dans le secteur. Nous avons également 5 actions de ce plan d'action à mettre en œuvre et cela montre comment apporter de bonnes pratiques durables dans le secteur. Nous avons ce manuel pour les prestataires du tourisme et cela permet des mesures incitatives pour investir dans le tourisme durable. Cela figure dans la loi adoptée en 2020. Ce sont des mesures en faveur des prestataires et qui ont des pratiques durables. Nous travaillons également avec le programme des Nations Unies sur l'environnement et le WWF pour des cours pour la gastronomie durable dans le tourisme, avec un guide pour les restaurants et également. Et nous l'avons commencé et cela remporte un grand succès parmi les parties prenantes. Nous travaillons également sur le développement d'un plan d'action pour la Colombie, pour participer à l'initiative sur le tourisme et le plastique. Ce sont des outils que nous avons élaborés. Nous, pour le crédit, avec la Banque de développement de Colombie, nous avons l'agence Bancovet et avec une ligne de crédit pour financer des projets d'économie
circulaire, bioéconomie et d'autres outils autour de la gestion du changement climatique avec la modernisation, l'amélioration de l'efficacité et la fourniture également de capital. Ce sont des outils que nous avons élaborés pour travailler en faveur de la résilience et trouver des alternatives durables. Nous pensons avoir ouvert la voie pour un tourisme mieux préparé et plus résilient dans notre pays et que l'on puisse partager cela avec des pays amis de l'OCDE. Merci beaucoup, Constance. C'est très utile de savoir ce qui peut être fait à l'échelle nationale. Et vous avez mis l'accent sur le triangle d'or, le secteur public avec le cadre de gouvernance renforcé, le secteur privé avec tous les outils pratiques que vous avez mis au point pour changer le comportement dans ce secteur. Et la troisième partie du triangle, les voyageurs, les touristes eux-mêmes, sur lesquels vous avez mis l'accent en matière de comportement responsable. Merci beaucoup. C'est un exemple intéressant à l'échelle nationale. Nous allons passer à un autre niveau qui est régional et qui est transfrontière. Je me tourne vers vous, Jacob. Vous pouvez déjà expliquer ce qu'est CIPRA et parler des initiatives que vous avez menées. Merci de l'invitation et bonjour à tout le monde. CIPRA, c'est la Commission internationale pour la protection des Alpes. Nous allons avoir 70 ans l'année prochaine et nous voulons protéger les Alpes et assurer son développement durable. En parlant de tourisme dans les Alpes, il faut se rendre compte qu'il y a 8 pays. Nous avons la Slovénie, l'Autriche, l'Allemagne, le Liechtenstein, la Suisse, l'Italie, la France et Monaco également. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Donc c'est compliqué en matière de coopération transnationale. Et je voudrais parler de cadre politique que nous avons dans les Alpes solides. Nous avons la Convention alpine. La Convention alpine, c'est un instrument contraignant pour la protection et le développement des Alpes. Et dans la Convention alpine, nous avons un cadre, une convention cadre qui a été qui est entrée en vigueur en 1995. Et dans ce cadre, il y a différents protocoles et déclarations. C'est une approche sectorielle qui a été adoptée. Il y a un protocole énergie et il y a un groupe de travail sur l'énergie avec tous les pays alpins et les organisations observatrices. Vous avez la même chose pour le transport. Vous avez le protocole transport, un groupe de travail, et nous avons un protocole également sur le tourisme. En outre, il y a une nouvelle approche. Nous avons le Conseil du climat alpin. C'est un groupe de travail composé de tous les pays alpins, des organisations observatrices. En tant que CIPRA, nous sommes l'un des observateurs, mais nous avons le WWF, nous avons les zones protégées également dans les Alpes. Alors, nous avons un climat alpin 2050, qui est une approche sectorielle pour être neutre sur le plan climatique d'ici 2050. Alors, pour tous les secteurs, il y a une approche visionnaire qui est adoptée dans le tourisme, par exemple. L'objectif, c'est d'avoir un tourisme diversifié d'ici 2050 avant ou avoir une faible empreinte carbone des hôtels dans les Alpes. Et nous avons le plan d'action climat que j'ai apporté avec moi aujourd'hui, qui a été élaboré par le Conseil climat des Alpes avec des trajectoires pour atteindre la neutralité climat, la résilience climat
d'ici 2050. Ce qui est important pour ce plan d'action climat, c'est à court terme et à moyen terme, à savoir les actions qu'il faut entreprendre maintenant. Alors, j'ai parlé, par exemple, des voies, une vision commune, un objectif commun sur ce à quoi le tourisme peut ressembler dans les Alpes et un réalignement également des flux financiers où arrive l'argent. Ça aussi, c'est une question qu'il faut aborder dans la relance verte pour promouvoir le tourisme durable. Nous avons donc le projet, le plan d'action climat et nous avons les communautés. Et pour chaque communauté, pour chaque secteur, il y a une communauté énergie, transport, tourisme. Et dans la communauté tourisme, toutes les parties prenantes, les organisations de la société civile, de la jeunesse, Protect Our Winters, par exemple, participent à ce conseil climat alpin. Des projets, des initiatives sont élaborés pour atteindre la neutralité climat et la résilience climat d'ici 2050. Il y a des cadres d'action publique. Il y a de nombreuses stratégies dans les Alpes. Ce qui est important, c'est de passer à l'action, de mettre en œuvre cette stratégie pour un tourisme durable dans les Alpes. Merci beaucoup, Jacob, pour ça. Un exemple excellent de coopération transfrontière et qui arrive également au niveau des communautés. C'est une dimension importante et les pollutions ne s'arrêtent pas aux frontières. Donc, il faut tenir compte de cette dimension. Alors, nous allons passer maintenant à la mer, à ma gauche. Jérémy, je peux peut-être vous donner la parole. Est-ce que vous pouvez présenter EcoUnion et le travail que vous faites dans les zones côtières? Vous allez parler en français et en anglais. Céline, je vais effectivement parler en français puisqu'il y a une traduction simultanée. Et je pense que nous avons la chance de pouvoir parler plusieurs langues et d'être présents physiquement à Paris. Et en étant plus français, je crois que c'est naturellement que j'utiliserai le français pour ma langue d'intervention. Peut-être remercier d'abord l'OCDE pour nous inviter. On est extrêmement content d'être ici. On utilise beaucoup la production, le travail qui est fait par vos collègues, notamment l'équipe tourisme, mais aussi l'équipe d'économie verte. Et on espère aussi qu'on sera capable d'apporter des éléments de réflexion pour travailler sur des politiques qui soient ambitieuses et qui permettent une transition vers le tourisme durable. Donc je suis Jérémy Foss, un des cofondateurs et directeur d'une association qui est basée à Barcelone, en Espagne, qui s'appelle EcoUnion, qu'on définit comme un groupe de réflexion et d'action qui travaille sur les politiques environnementales en région euro-méditerranée. Donc effectivement, on est basé à Barcelone, donc on travaille sur une zone côtière, mais on est aussi très proche d'une zone montagneuse, donc les Pyrénées, et on a aussi pu développer de nombreux projets sur la gestion du tourisme dans les zones de montagne. J'aimerais peut-être expliquer notre point de vue qui est basé sur à peu près une dizaine d'années de réflexion et d'analyse des politiques, à la fois au niveau local, des destinations touristiques, par exemple Barcelone, à niveau régional, donc notamment en Catalogne, mais aussi au niveau international. Et nous sommes aussi observateurs donc, de la Convention de Barcelone, qui est l'équivalent de la Convention alpine, pour mettre l'environnement et la protection des écosystèmes marins naturels au cœur des politiques publiques dans la région Méditerranée. Et j'allais dire que notre analyse est très similaire à ce qu'a présenté Simon, que je salue par ailleurs. Le secteur du tourisme, malheureusement, est peu régulé, n'existe pas en tant que tel. C'est un secteur qui est très fragmenté. D'ailleurs, c'est une difficulté pour les gestionnaires et aussi les analyses socio-économiques qui empêchent d'avoir une vision globale. Donc,
je voudrais remarquer l'importance de mesurer et de l'impact du tourisme, notamment sur le changement climatique, les émissions à gaz à effet de serre. Et comme l'a été démontré par Simon, la grande majorité des émissions carbone du secteur du tourisme sont dues au transport, et notamment au transport international, qui est celui de l'aviation. Donc il y a une grande difficulté, un grand challenge qui mérite, je crois, d'être posé de façon claire, avec des politiques d'action qui passeront probablement par des changements d'habitude, changements dans la consommation du tourisme, avec des séjours qui doivent être plus longs et moins fréquents pour les tourismes internationaux. Donc, je crois que c'est quelque chose qui impacterait durablement les politiques publiques s'il y a un système d'analyse et de prise de décision qui soit basé sur la science. D'autre part, pas seulement la mitigation, mais aussi l'adaptation, et c'est le cas de nombreuses destinations côtières, mais aussi en montagne. L'impact du changement climatique est déjà présent. Les aléas climatiques sont de plus en plus fréquents. Il est pratiquement impossible de prévoir les conditions météorologiques à court ou à moyen terme. Et donc ça, je pense que ça impacte déjà durablement la gestion du tourisme, et notamment les infrastructures qui sont malheureusement parfois ont été construites dans des conditions soit très proches de la mer, soit dans des zones de montagne qui sont sensibles aux catastrophes naturelles, et qui puissent aussi avoir des difficultés pour offrir les services qui pouvaient être avant, notamment axés sur la neige. Et troisièmement, et je finis avec ce point-là, la régulation du tourisme à l'heure actuelle n'existe pas en tant que telle. Il y a une organisation mondiale du tourisme qui essaye partiellement de couvrir cette réflexion-là au niveau politique, mais dans l'ensemble des pays, on va dire, actifs dans le tourisme, il n'y a pas de politique, ou très peu de politique qui ne soit pas une politique de chiffres basée sur des objectifs quantitatifs. En France, par exemple, l'objectif, c'est 100 millions de visiteurs internationaux en 2020, ça a été repoussé en 2022, et malheureusement, c'est pas compatible, on le sait. Une étude de l'ADEME a été publiée il y a quelques mois qui démontre que l'impact du tourisme sur les émissions à gaz à effet de serre est lié au tourisme international, donc il n'est pas souhaitable d'avoir des objectifs quantitatifs, mais au contraire évoluer sur des objectifs qualitatifs. Et donc, je crois que c'est tout le travail aussi que peut faire le CDE, d'apporter des éléments de mesure et de planification qui soient beaucoup plus transversaux et qui aillent au-delà des objectifs économiques, et prennent en compte non seulement la vulnérabilité du tourisme, mais aussi sa dépendance aux écosystèmes naturels. Merci. Merci beaucoup, Jérémy. L'appel à l'OCDE a été entendu. Merci notamment d'avoir mis l'accent sur à la fois la fragmentation du secteur du tourisme, la fragmentation de sa gouvernance et des politiques, mais aussi ce que l'on pourrait appeler légèrement la schizophrénie peut-être du secteur, et notamment des objectifs qui peuvent être contradictoires entre la gestion de l'environnement et peut-être toujours une politique un peu quantitative de l'appel à plus de touristes, ce qui a probablement été renforcé par la crise actuelle et l'impression, ou en tout cas la nécessité de faire survivre ces petites entreprises qui font le tissu du secteur du tourisme. Let's now move to the last speaker for this. Venons maintenant au dernier orateur de notre session qui va nous donner un point de vue différent. Virginia, donc, si vous pouvez nous donner le point de vue du secteur sur comment avoir une feuille de route de net zéro pour le secteur du tourisme, cela irait la main dans la main des interventions que nous venons d'entendre. Merci beaucoup, Céline. Bonjour, bon après-midi à tout le monde. C'est un honneur de faire partie de ce panel. Je voudrais féliciter l'OCDE de introduire le tourisme dans ce forum clé et dans cette conversation fort importante. Donc c'est un plaisir de représenter le secteur privé globalement, comme Céline l'a dit.
le Conseil mondial du tourisme rassemble des centaines de milliers d'entreprises et différentes industries. Et ce que nous faisons comme faisant partie de nos activités au cœur, c'est la recherche en matière de l'impact de notre secteur. Et si vous me le permettez, je voudrais commencer brièvement avec certaines de nos données, avec l'impact économique, mais également social du tourisme. 2019, donc, nous étions en train de vivre l'âge d'or du voyage. Notre secteur représentait 10,4% du PIB mondial et 330 millions d'emplois qui ont été créés. C'est un emploi sur 10 dans le voyage et le tourisme. Nous savons que le secteur est très, très divers. Donc 54% de femmes sont employées par notre secteur, ainsi que 30% de jeunes. Maintenant, nous savons l'impact dévastateur qu'a eu la COVID, surtout pour le voyage. Et lorsque nous regardons l'économie globale, le PIB s'est réduit à 3,7%, alors que la contribution de voyage et le tourisme au PIB mondial s'est réduite de presque 50%. Donc, nous entendions quelques chiffres de l'impact sans précédent. Mais nous parlons également de l'impact social, car pendant cette crise qui s'est avérée clairement, c'est que le tourisme affecte le bien-être, le développement communautaire, l'environnement, la vie sauvage, la biodiversité, et pas juste les emplois. Et c'est la raison pour laquelle nous avons un rôle très important à jouer pour un avenir durable. Et nous ne serons pas d'accord pour dire qu'il faut avoir moins de tourisme ou de taxer le tourisme. Selon notre donnée, chaque dollar généré par le tourisme, plus de 2 dollars sont générés de façon indirecte. Cela veut dire que 2 fois de valeur générée à travers la chaîne d'approvisionnement grâce aux emplois indirects. Pour un emploi direct, il y a 2 emplois indirects qui sont créés. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans l'impact de la COVID, car nous savons combien cela a été significatif. Mais il y a une chose que nous savons, c'est que la collaboration publique-privée et communautaire sera intégrale à la reprise. Et au fur et à mesure que nous sortons de la pandémie, et ce qui nous rassemble ici, le tourisme durable et qui contribue de façon plus positive, c'est un pilier qui va être clé dans notre stratégie et dans notre travail pour ces dernières années. Céline parlait d'une feuille de route de net zéro. Lorsque nous parlons de la durabilité, nous savons qu'il y a le climat, l'environnement et les aspects d'autres aspects qui vont être évoqués aujourd'hui, mais nous devons vraiment besoin d'adresser le climat. Et avec la COP26 qui vient d'avoir lieu, la feuille de carte net zéro pour tout le secteur d'ici 2050 de développer, ça a été fait également en collaboration avec la PNUE et qui a été mentionné par les Nations Unies, leur programme de l'environnement et un autre partenaire Accenture. Alors, quelle est la feuille de route? Qu'est-ce que nous avons trouvé? En fait, ce que nous avons fait, c'est de regarder les actions climat, identifier les feuilles de route et le couloir de décarbonisation pour les entreprises. Alors, qu'est-ce que nous avons trouvé dans cette étude et des études précédentes? Nous savons la contribution de voyage et le tourisme, de contribution aux gaz à effet de serre de 8 à 11%. Et nous avons un rôle à jouer lorsqu'il s'agit de la décarbonisation du secteur de par le monde. Notre secteur est très divers et différentes industries varient significativement en termes de leur empreinte. Donc, les profils de l'émission sont très différents par rapport à scope 1, 2 ou 3 et pour ce qui est des émissions directes et indirectes. Et également, comme nous le savons, les modèles d'entreprise, les business models qui varient. Nous soulignons l'importance de ces approches de décarbonisation différenciées.
Nous avons analysé 250 entreprises et ce que nous avons également trouvé que les cibles climat varient également. De ces 250 entreprises que nous avons étudiées, seulement 42 avaient un cible climat défini. Et de ces entreprises, seulement 20% étaient basés, résultats étaient basés sur la science. Il y a du progrès, mais bien sûr, beaucoup plus reste à faire. Il y a une variété de métriques, des dates, des lignes de base et d'engagement. Donc, on a besoin de plus de transparence, d'alignement et continuité lorsqu'il s'agit du suivi des émissions. Encore une fois, nous avons essayé de souligner certains des défis et certains... et nous avons cet appel pour l'action. Nous avons besoin de mesures à travers l'industrie et rapport des émissions. Ça, c'est un défi clé qui en est ressorti, en particulier lorsqu'il s'agit des émissions du scope 3. Comment on définit qui est responsable et comment est-ce qu'on les mesure, ces émissions. Donc, voilà, l'action est un défi clé. Il y a besoin de paysages réglementaires augmentés, changeants, ce qui peut être difficile à comprendre et coûteux pour les entreprises lorsqu'il s'agit de planifier pour l'incertitude. Il y a des budgets internes et externes pour la décarbonisation, donc c'est très bien d'entendre des pays tels que la Colombie qui se concentrent là-dessus et augmentent le financement parce qu'il y a un manque d'incitation gouvernementale, manque de priorisation au niveau des entreprises pour ce qui est de l'action climat. Dernièrement, il faut davantage d'infrastructures durables pour soutenir la transition verte, telles que les ports, les aéroports, etc., qui doivent être rénovés en profondeur. Donc, nous avons besoin d'un cadre où nous regardons les industries pour savoir s'ils sont plus difficiles, sur lesquels l'action est plus difficile, telles que les croisières et les avions dépendants du carburant. Et il y en a d'autres plus faciles à atténuer, tels que les hôtels et dernièrement les agences de voyage ou les opérateurs en ligne. Alors, quel est notre appel à l'action? Selon les entreprises concentrées sur le entreprises privées, faire en sorte que les objectifs soient aussi ambitieux que possible. Afin d'atteindre l'objectif 2050 et en ligne avec l'accord de Paris, nous avons besoin d'avoir des objectifs tout à fait clairs et ils doivent être aussi ambitieux que possible, comme je vous le disais. Nous avons besoin de faire le suivi, et faire le rapport sur le progrès et collaborer à travers les industries, dans les industries, que ce soit les dialogues méthodologiques, comme celui d'aujourd'hui, et à travers le supply chain et les PME, car après tout, ce sont les PME qui sont un peu plus en arrière, et c'est un point de focalisation pour nous. D'autres financements, d'autres investissements qui seront nécessaires pour cette transition, comprendre les besoins pour l'adaptation et l'atténuation et le soutien du gouvernement là où c'est nécessaire. Dernièrement, prise de conscience, sensibilisation pour ce qui est du climat, prioriser les changements climatiques dans les organisations, investir dans le capital humain, les clients, etc. Donc, voici l'appel à l'action générale de cette feuille de route de Net Zéro qui est disponible publiquement, qui est un document très détaillé. Nous sommes très heureux que nous ayons pu fournir un tel cadre lorsqu'il s'agit de la décarbonisation du secteur. Donc, merci beaucoup et j'attends la discussion avec Kat. Merci, Virginie, d'avoir fait entrer cette perspective très utile. En particulier, lorsque l'on dit que vous avez vraiment mis le doigt sur un domaine qui n'a pas été mentionné avant, à savoir qu'en effet, le secteur du tourisme est composé de beaucoup de PME, petites sociétés qui contribuent à la communauté, aux collectivités, qui seront les moteurs de la reprise également de l'emploi. Dans le secteur du tourisme, il représente 85% des entreprises qui contribuent au tourisme et qui sont probablement celles qui ont besoin d'être pris en compte lorsqu'il s'agit de réduire les émissions, car souvent on les oublie, on les laisse de côté lorsqu'il s'agit des réglementations, les exigences et également lorsqu'il s'agit des exercices de renforcement des capacités de formation qui pourraient aider ces entreprises pour se changer.
Merci pour ce point de vue supplémentaire. Nous sommes arrivés à la fin de nos présentations d'introduction et nous nous tournons vers les questions. Je vais également essayer de suivre le chat qui nous arrive virtuellement par le biais de mon ordinateur. Et après les présentations des orateurs, je dois dire qu'il y a une convergence autour de certaines questions clés pour les panélistes. La première question a trait à la dimension de comment pratiquement assurer que les mesures qui sont en train d'être développées pour promouvoir les modèles plus durables dans le secteur du tourisme peuvent bénéficier aux économies locales et les communautés locales de façon très pragmatique, très concrète, car nous savons que les communautés locales sont celles qui bénéficient mais également souffrent des conséquences du tourisme. Il y a donc un besoin de politique et des mesures pour être tout à fait pragmatiques sur comment elles peuvent participer dans le développement local. Je vais de façon aléatoire demander aux panélistes de donner leur point de vue et je suggère que vous conteniez à des réponses courtes pour que nous puissions poser d'autres questions qui arrivent. Je vais commencer avec vous, Jérémy. Votre point de vue sur la question. Je vais parler en français. Ce qui est extrêmement important, c'est qu'il y a des énormes investissements qui sont faits dans l'ensemble des pays, notamment les pays touristiques, pour relancer l'économie. Et malheureusement, l'expérience nous dit que s'il n'y a pas un suivi strict de ces investissements-là, leur impact sera très dilué, voire négatif. Donc je crois qu'il est extrêmement important, et il y a de nombreuses initiatives qui ont commencé à émerger de lancer des exercices de surveillance, de tracking, de monitoring des investissements. On fait partie notamment d'une initiative qui s'appelle le Green Economy Tracker, qui est organisée par la société civile pour analyser la qualité des investissements et notamment par rapport aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Je pense on ne doit pas laisser simplement aux États, au gouvernement cette responsabilité-là, mais impliquer l'ensemble des parties prenantes, les communautés locales, les villes, les régions, les entreprises privées, publiques et grandes, et évidemment les organisations de la société civile pour avoir une analyse fine et une accountability, une responsabilité dans la gestion de ces investissements. Merci. Thank you very much, Jérémy. Constanza. Merci beaucoup, Jérémy. Constanza. Comment s'assurer que les communautés locales peuvent bénéficier de ces mesures? Yes, well, getting to account that this is a shared responsibility. Il s'agit d'une responsabilité partagée entre les gouvernements nationaux, locaux, communautés locales, opérateurs du tourisme et les touristes. Il faut voir la relation entre l'offre et la demande, et c'est sur cela que nous devons travailler avec les communautés qui doivent connaître les bénéfices du tourisme, équité territoriale, qualité de vie par le biais des actions spécifiques sur lesquelles nous travaillons. Mettre l'accent sur les communautés est manifesté par le biais du type d'initiatives que nous adoptons. Et c'est comme ça que les communautés peuvent voir l'impact sur le développement socio économique, et cela fait partie de notre politique. On a un tourisme basé sur les communautés, y compris les populations autochtones et d'origine africaine. Nous avons
une feuille de route pour développer le tourisme avec équité, investissement approprié et évaluation avec les communautés. C'est une question clé. Nous avons également les agences de coopération, les parties prenantes qui travaillent sur la déforestation, les émissions de gaz à effet de serre, qui travaillent avec nous. Comme nous l'avons vu, le tourisme peut aider à l'éducation à la conservation et créer une valeur adéquate du capital naturel et social. Ceci est intégré avec des standards de qualité pour promouvoir et mesurer l'impact du secteur dans ces actions que nous entreprenons tous ensemble. Nous savons qu'il faut aller plus loin pour mesurer ces actions. Nous créons des synergies entre différents secteurs pour résumer les informations, analyser les informations pour sensibiliser les parties prenantes et informer également à la prise de décision. C'est important pour nous. En tant que secteur, nous devons réunir les questions environnementales, les investissements, la question des infrastructures. Nous savons qu'il faut se concerter pour des prises de décision et travailler avec les communautés locales et d'autres parties prenantes. Merci, Constanza. Jacob, comment nous assurer que les mesures adoptées aboutissent aux résultats escomptés? Il y a deux choses qui viennent à l'esprit. La première, c'est que la société civile et les ONG nationales, multinationales, locales doivent participer au processus de prise de décision. C'est vrai pour les Alpes, parce que dans les Alpes, ce ne sont pas seulement des destinations touristiques, mais des lieux de vie, des populations qui doivent avoir leur mot à dire quant à leur avenir et l'avenir des générations à venir, comment ils veulent devenir durables et comment est-ce qu'ils envisagent le tourisme à l'avenir. Ensuite, dans les Alpes, nous savons qu'il y a un manque de connaissances, un manque de gouvernance. On ne sait pas qui est responsable de quoi, du niveau régional au niveau transnational. Et nous l'avons déjà entendu, c'est que le tourisme est transsectoriel comme secteur. Et nous avions un projet il y a 3-4 ans soutenu par le ministère de l'Environnement allemand. Nous avions un profil pour les intendants des Alpes vers le tourisme durable. Et ce sont des personnes qui, à l'échelle nationale et régionale, qui accompagnent l'industrie dans leurs efforts de transition. Alors, nous avons dans les Alpes des familles qui dirigent des hôtels. Tout le monde est en mode de crise en raison du fait que la pandémie regagne en vigueur. Tout le monde a peur de la saison hiver. Ils mettent l'accent sur la survie. Mais avec l'intendant, le gardien des Alpes, qui peut les aider pour évoluer vers une activité plus durable. Ils peuvent réussir, mais il faut qu'ils soient accompagnés parce que ce n'est pas leur cœur d'activité. Leur cœur d'activité, c'est le tourisme et pas le développement durable. Donc, ils ont besoin d'aide. Merci beaucoup. Jacob, nous avons entendu au cours des 3 interventions le besoin de suivre. Et je pose une question à Simon. Comment mesurer le degré de réussite du tourisme durable? Merci, Céline. J'ai entendu des commentaires très intéressants. Je pense que le tourisme est très difficile à mesurer lorsqu'on discute de cela avec les opérateurs du tourisme. Tout le temps, quand on leur dit que vous êtes préoccupés par le tourisme international, ils vont dire immédiatement que le tourisme national est plus important que le tourisme international. Alors, lorsque vous parlez de tourisme, ne pensez pas seulement qu'à l'international, et ils diront ce n'est pas différent du reste de l'économie.
que vous êtes un visiteur ou un résident local, vous utilisez les toilettes, la salle de bain, vous utilisez l'électricité, etc. Vous avez les toilettes, ce n'est pas différent. Et c'est imbriqué de façon inextricable. Alors c'est un secteur qui est assez difficile à décomposer en termes d'impact que ce secteur pourrait avoir. Les préoccupations concernant le tourisme ont de bonnes intentions, mais ne sont pas bien ciblées. Il faut cibler les pressions sur l'environnement que le tourisme seul impose. Et je ne pense pas qu'il y ait énormément de choses dans un pays comme le mien. Par exemple, les 4 millions sur une population, comme vous le savez, à peu près 80% de la population. C'est comme si l'on avait une politique de migration provisoire. Et il faut voir le coût de cette population toujours plus importante par rapport à votre population locale. Alors, il y a des choses qui sont différentes par rapport à la population locale. C'est le transport et où est-ce que les personnes se réunissent. Alors, les missions de cette industrie doivent être bien ciblées. Et pour moi, l'aviation civile doit faire l'objet d'une attention particulière. Si nous attendons l'OACI, on va attendre trop longtemps. Il faut attendre une coalition de pays qui dépendent du tourisme et qui veulent trouver des solutions et qui doivent travailler ensemble sur la technologie, sur le combustible et comment gérer ces questions. Et il faut un effort considérable mondial, alors que ce soit par le biais de la fiscalité. Dans les pays, il y a des lieux où il y a une pression particulière. Et si l'on parle du tourisme urbain, les gens qui vont dans les grandes villes, qui passent leur temps dans les casinos, dans les cafés, alors la pression n'est pas différente de la pression exercée par les citoyens eux-mêmes. Mais dans un pays comme le mien, où le tourisme, eh bien, c'est dans l'environnement, eh bien, il y a une pression. Et suivre cette pression, mesurer cette pression est importante. Et je crois qu'il faut qu'il y ait une limitation du nombre de personnes. C'est la pression des personnes qui changent l'expérience et qui a une pression sur la biodiversité sur un lieu donné. Alors, en faisant mes études et en parlant avec le secteur industriel et avec le gouvernement, tout le monde dit qu'il y a un manque de données important, qu'il est très difficile d'élaborer des politiques. Et je crains que les gouvernements ne puissent pas dépenser de l'argent là-dessus. C'est un bien public, ce n'est pas une subvention. Ils ont besoin de savoir ce qui se passe. Ils doivent produire des statistiques de bonne qualité, travailler avec l'industrie pour poser les bonnes questions afin d'obtenir des informations précises. Sinon, nous avançons dans l'inconnu. Je pense qu'il n'y a pas des accords au sein du gouvernement et le secteur privé. Et si on peut avoir un consensus sur les données que tout le monde doit recueillir, c'est une bonne chose et aider les personnes à identifier ces éléments. Merci beaucoup, Simon. C'est une discussion très intéressante. Le comité tourisme a un groupe de travail qui examine les statistiques pour avoir des informations granulaires sur le secteur de tourisme, différencier le flux international du tourisme national et également les instruments permettant de suivre, parce que les statistiques nationales ont tendance à être en retard par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Merci beaucoup d'avoir
évoqué la difficulté de mesurer certains des impacts venant du tourisme par rapport aux activités normales d'une économie. Et Virginia, étant donné que vous êtes sur le plan de mettre en place des indicateurs socio-environnementaux. Comment surmontez-vous ces difficultés? Je suis d'accord que le plus gros défi, c'est le manque de données. C'est le problème que nous affrontons. Nous parlons de l'impact du tourisme. Au cours des 30 dernières années, nous avons élaboré une méthodologie en termes de l'impact économique et nous avons des chiffres, contributions en termes d'emploi et de PIB. Mais pour ce qui est de l'impact social, l'impact sur la communauté, les données ne sont pas disponibles et c'est le plus gros défi. Nous en sommes conscients et tout effort pour aider les pays dans l'élaboration des rapports, comment suivre, mesurer ces indicateurs serait très utile pour ce secteur. Il y a deux autres éléments. Nous sommes en train d'élaborer une méthodologie, mais il s'agit des émissions, empreintes en termes d'émissions, environnement. C'est un secteur tellement diversifié que nous essayons de mesurer également par rapport aux ODD. Et nous nous rendons compte qu'il y a peu de données disponibles. Mais je pense qu'il y a une autre question c'est la priorisation du tourisme à l'échelle du gouvernement. Ça fait partie du défi. Lorsque le tourisme est florissant et il y a une structure pour que cela soit possible, ce secteur est tellement diversifié, il est transversal également en termes de gouvernance. Alors, il faut tenir compte du transport, du ministère de l'Environnement, du ministère des Affaires sociales et du Développement, entre autres. Donc, les gouvernements doivent ce secteur comme étant une priorité et s'assurer que tous les différents programmes ont un impact sur la communauté et l'environnement. Merci beaucoup, Virginia. Pour réagir à votre dernier commentaire, en effet, la discussion a montré l'importance de la coordination entre les différentes parties du gouvernement, différents niveaux de gouvernement également. Et je voudrais demander aux panélistes de nous dire dans une minute quelles seraient les mesures, les actions pour promouvoir donc cette coordination entre au niveau du gouvernement. Commençons avec vous, Jérémy. Je crois que c'est important de préciser que l'absence de données n'est pas une excuse pour ne pas agir. Je crois que c'est important de le dire parce que malheureusement, c'est souvent dans des situations de réflexion qu'on manque les fenêtres d'opportunité. On le voit avec la crise Covid. Le tourisme s'est arrêté pendant quasiment un an et demi. Il est reparti au niveau précédent et malheureusement, on n'a pas encore été capable de mettre en place des politiques qui auraient pu diriger ce tourisme national ou international vers une autre direction. Donc je crois qu'il faut être clair, travailler évidemment, avoir plus de données. On a énormément d'informations, sont très fragmentées, il faut les mettre ensemble. Il faut aussi aller vers des agrégations de données et notamment aller réfléchir sur l'impact positif et négatif du tourisme dans les destinations, dans les communautés locales, sur les écosystèmes côtiers, maritimes, culturels et autres. Donc je crois que c'est un message qu'il faut garder en tête. Et on a des urgences, on a l'urgence climatique, donc je crois qu'il faut décarboniser le tourisme. Donc il faut avoir une vraie réflexion sur l'impact de la décarbonisation, comment on le fait. On ne peut pas laisser évidemment ce travail-là simplement au secteur privé ou au secteur public. C'est une réflexion qui doit être, j'allais dire, sociétale. Et aussi avoir des objectifs, de mettre en place des espaces de dialogue sur lesquels on puisse fixer des objectifs au niveau des destinations, parce que selon la géographie ou la topologie, les typologies des destinations, les objectifs qualitatifs et non pas simplement quantitatifs seront différents. Donc je crois que c'est l'espace sur lequel l'OCDE peut travailler, donc à la fois avec les gouvernements, mais aussi les régions, les villes et les parties prenantes au niveau local pour ne pas attendre d'avoir des indicateurs magiques qui ne seront pas une solution, mais travailler sur la gouvernance, sur la prise de décision, sur le suivi, l'observation au niveau notamment local.
Merci beaucoup. Jérémy, sur cette question de la coordination intergouvernementale, peut-être je peux m'adresser à vous, Jacob? Yeah, thanks. I'm totally. Merci, je suis tout à fait d'accord avec ce que Jérémy vient de dire. La coopération à travers le gouvernement a lieu déjà dans les Alpes. Nous avons beaucoup de réseaux, des alliances dans les Alpes avec les réseaux des municipalités qui travaillent vers le développement durable, l'association des Appentowski et un autre réseau, par exemple, qui parle des réseaux de mobilité. Ensuite, vous avez les associations pour les treks, etc. Nous avons inventé une initiative il y a quelque temps. C'est une coopération à travers les gouvernements. Nous avons fait l'expérience que les jeunes qui vivent dans les Alpes, ils connaissent très, très bien les pays tels que l'Espagne, ils connaissent l'Italie, Nouvelle-Zélande, la Colombie, les collègues, mais ils ne connaissent pas leur environ. Donc, nous avons décidé de promouvoir la mobilité durable avec YOLIN, qui est Youth Alpine Interrail. Tous les ans, 130 personnes ont un billet Interrail pour faire l'expérience des lieux autour d'eux. Ils sont soutenus moralement par les pays alpins et les pays germanophones et la Slovénie. Mais voyager dans les Alpes pour les jeunes, c'est très bien. Mais l'expérience que nous avons faite, c'est quelque chose qui est fascinant, qui en est ressorti. Nous avons fait la promotion, mais la communauté des jeunes qui est sortie de ce projet Youth Alpine Interrail, les jeunes veulent s'engager, ils veulent voir comment marche l'aspect durable. Ils ont développé des projets, ils ont développé leur propre initiative et ils nous ont remis en question, nous, en tant qu'organisation, car ils ont besoin d'orientation. Mais voici également les décideurs futurs qui créent les communautés de personnes. Et si les jeunes qui veulent s'impliquer, ça c'est vraiment quelque chose de fascinant, si vous voulez, comme effet secondaire de cette coopération à travers les gouvernements. Ces personnes interagissent les uns avec les autres, quel que soit leur lieu de naissance. Donc, il y a une coopération entre les Slovènes, les Français, les Autrichiens, les Allemands, et ils veulent préserver l'espace alpin et voir comment le développement durable, à quoi il ressemblerait, car ça reste un sujet très complexe. Oui, effectivement, ce sont les générations du futur. En vous écoutant, est-ce que trop de coopération ne tue pas la coopération? Mais je vais me tourner vers Simon pour lui demander de sa position en tant que témoin indépendant. Comment est-ce que vous voyez cette coordination, cette coopération à travers les différents ministères en Nouvelle-Zélande vers cet objectif de développement de davantage de tourisme durable? Mais écoutez, il y a des mécanismes où les ministères se rencontrent et ce n'est pas difficile dans un petit pays pour que le gouvernement exige que les ministères avec les intérêts reliés se parlent. Cela se passe effectivement. Ceci étant dit, notre ministère de l'Environnement, j'étais étonnée, ne prenait pas le tourisme sérieusement, le laissait aux autres. Et je pense que le problème de la coopération est davantage problématique entre le centre et les domaines infranationaux, local et régional, ce qui doit être amélioré. Il y a une grande tentation dans n'importe quel pays de distribuer de l'argent pour la croissance. Et si le tourisme est une industrie proactive, si vous pouvez arriver en ville pour faire croître une infrastructure, etc., on peut trouver ceux qui vous soutiennent. Cela se passe au niveau international. Il ne faut pas subventionner les choses lorsque l'industrie peut croître tout seul. Je parle de touristes. Les touristes sont ceux qui causent la pression environnementale. Donc, c'est tout le monde, vous savez, nous sommes tous touristes, ce n'est pas juste les entreprises. Si nous allons dans certains lieux, alors il faut
payer pour le coût que ça impose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'argent public, car toute externalité n'a pas de prix. On a besoin de faire certaines choses de façon collective. Mais le défi pour les gouvernements, c'est de dire, si vous allez distribuer de l'argent à des communautés locales et régionales, lorsque vous travaillez avec eux, insister sur la conditionnalité, qu'aucun argent ne peut être dépensé de telle façon à ce que cela vous pousse dans une mauvaise direction. Lorsque cela vous pousse dans une mauvaise direction, ou une infrastructure qui mènera des émissions de plus, etc., etc. Il ne faut pas qu'il y ait de l'argent public derrière de tels effets. Donc il faut trouver les moyens de parler avec les communautés, leur disant que nous sommes là pour aider. Mais l'aide doit être cohérente et aller de pair avec l'environnement et également écouter ce que recherchent ces communautés de tourisme. Ce sont des questions sociologiques, etc. Ce n'est pas mon domaine. Moi, je suis là pour défendre l'environnement. Mais si vous ne pouvez pas engager les gens et ce qui s'occupera d'ailleurs de leur environnement, vous ne ferez pas beaucoup de progrès. Et c'est là où je me concentre, Céline, c'est de construire de bons liens avec les communautés qui reçoivent les visiteurs, les touristes. Merci, Simon. Constanza, de votre point de vue en Colombie, comment est-ce que vous avez traité ce sujet lorsqu'il s'agit de vos 6 stratégies? Comment est-ce que vous avez pu créer le pont entre la coopération entre les différentes autorités, les différentes communautés? En fait, comme faisant partie de notre plan de développement, nous avons un appel stratégique, la gestion intégrée pour la coordination à travers le gouvernement. Et cela marche bien pour créer suffisamment de communication, de dialogue et d'engagement. C'est une stratégie qui est liée aux planifications systémiques et la gestion des activités. Bien évidemment, nous mettons ensemble les activités des ressources des parties prenantes et implication dans le développement du tourisme dans un territoire spécifique. Il y a la définition, l'exécution et le suivi des politiques qui visent à faciliter la consolidation d'une destination donnée. Nous travaillons avec des destinations selon leur contexte territorial, leur niveau de développement, ainsi que les goulots d'étranglement ou des problèmes que chaque destination a. L'importance ici réside dans l'articulation de la demande et l'offre, ce qui fait qu'il faut coordonner avec le gouvernement locaux, le secteur privé, les parties prenantes locales pour garantir la durabilité. Toutes ces activités sont entreprises dans les stratégies de gestion intégrées qui essaient de répondre aux besoins de planification des activités de tourisme dans leur territoire. Mais pourquoi ceci est si important pour générer des stratégies pour coordonner tous les acteurs, puisque de cette façon, on peut générer de la valeur, la différenciation et la qualité de l'offre touristique basée sur les éléments culturels, biologiques et la diversité que nous avons dans le pays, ainsi générant de la diversification et de la spécialisation de l'offre du pays, améliorant l'intégration des territoires comme couloir de tourisme, ainsi que les taux d'occupation améliorés et les services de tourisme. Sur cette stratégie, nous avons des plans d'action pour l'articulation publique-privée et nous créons tout ce processus et nous entreprenons une phase d'input, de contribution, où nous identifions avec les parties prenantes au niveau local quels sont les problèmes, quelles sont les opportunités de chaque couloir, le corridor. Ensuite, nous venons au processus
où nous définissons les actions et les solutions et les impacts qui doivent être alignés avec les objectifs du secteur national. C'est un dialogue très important, une coordination, une articulation entre les différents acteurs, que ce soit les entités nationales, les gouvernements, les coopérations, les agences, les investissements, les syndicats et tout l'écosystème du secteur au sein du territoire. Ensuite, nous recherchons des résultats. Nous avons une gestion globale de la destination en coopération avec les acteurs publics privés que nous sommes en train de développer. Et ensuite, comme faisant partie du suivi et de l'évaluation, nous avons l'étape de l'impact où nous mesurons les améliorations et l'innovation et les effets positifs au sein du territoire. C'est un grand défi pour nous, en particulier lorsqu'il s'agit de l'information, les données, comme mentionné Virginia. C'est quelque chose que les entités locales et régionales demandent également du gouvernement national. Nous ne sommes pas habitués à générer des données appropriées pour la prise de décision. Donc, nous sommes sur la route de cette construction positive pour apporter les données dans cette carte de travail. C'est un grand défi, mais c'est également une grande opportunité pour nous de continuer à aller de l'avant à travers cette coordination, par le biais de cette coordination au sein du gouvernement. Merci, Constanza. Nous arrivons à la fin de notre séance, mais je vais donner la parole à Virginia sur la coordination et l'application du secteur privé. En 1 minute, Virginia, s'il vous plaît. Merci si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, je partage tout ce qui a été dit. Nous avons travaillé en termes de gestion des destinations avant la COVID. Nous avons certains secteurs qui sont très prometteurs avec le secteur privé, le secteur public. Nous savons que c'est la marche à suivre. Alors j'ai parlé de coordination à travers tout le gouvernement et il y a des moyens d'y arriver. Lorsqu'il y a de grosses discussions, eh bien, nous pouvons avoir le tourisme autour de la table, mais il y a la coordination à travers tous les niveaux de gouvernement. Malheureusement, le manque d'harmonisation et de coordination que nous avons vu pendant la crise de la COVID a fait que l'impact est plus profond, ce qui veut dire que la reprise sera plus longue. Donc, nous avons besoin de coordination à l'échelle de tous les gouvernements dans les régions, mais également idéalement au niveau mondial. Merci beaucoup, Virginia. Excellente parole pour terminer cette session. De nombreuses idées ont été évoquées. La question de données, besoin de données, des informations plus granulaires et également l'élaboration d'indicateurs plus utiles. Ce sont les leçons que nous tirons de tout ceci à l'OCDE. Je voudrais remercier les différents intervenants, ceux qui étaient sur place et ceux qui étaient connectés à distance. Je vous remercie beaucoup. C'était un plaisir d'avoir cette discussion avec vous et d'entendre vos interventions édifiantes. Je m'arrête là et le forum va reprendre cet après-midi à 13h45 avec une session sur l'efficacité énergétique et le cadre bâti. Revenez donc après le déjeuner et je vous souhaite une bonne journée. Merci.